Et salut à tous, c'est Magic Europe pour une nouvelle vidéo sur le chapitre 404 de Hunter x Hunter. Donc celui-là, c'était assez compliqué de tout bien décortiquer. Notamment, j'ai dû aller encore une fois vérifier un peu toutes les infos parce qu'il y a du bon dans la version française, il y a du moins bon, il y a du bon dans la version anglaise, il y a du moins bon aussi. Je parle des versions officielles, donc il faut revenir un petit peu aux sources et essayer de revoir aussi les fans, qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. Donc j'ai essayé de voir tout ça, notamment je vais pas mal le focaliser sur le naine de Shorai et le naine d'Arkenberg, qui sont un petit peu à l'honneur dans ce chapitre. Mais bon, évidemment, je vais parler du chapitre en lui-même. À la base, c'est censé être un résumé, mais là, en fait, il y a tellement de choses à propos de ces deux naines que je suis obligé d'en parler, quoi. Un peu plus en détail, revenir sur des choses. Donc, je vais tout de suite récapituler beaucoup de choses sur ce qu'on sait du pouvoir donc, du troisième prince Shorai, avant de commencer vraiment le chapitre. La semaine prochaine, je vais essayer d'en faire un, mais bon, ça dépendra du temps que j'aurai. Déjà que là, c'était un peu long, mais voilà. J'ai pas mal de textes. Donc voilà, je vais commencer tout de suite. On va parler donc du naine du troisième prince. Qu'est-ce qu'on sait déjà avant ce chapitre? Donc on sait dans le chapitre 376, d'après le narrateur, que donc la bête spirituelle protectrice de Shorai est de catégorie matérialisation de type composite. Alors c'est important parce que c'est pas ce que déduit Kurapika. C'est une bête, donc donc ça s'active sous réserve que certaines conditions soient remplies. Donc bon, on sait qu'a priori ça crée des pouvoirs en fonction de certaines conditions. Donc dans le chapitre là, on apprend qu'une pièce sort de la bouche de la bête de naine tous les jours à 13h. Bon, voilà, mais même si une fois, enfin je sais plus quel chapitre, Shorai dit qu'il y a une pièce qui est tombée ce matin. Alors après, tout dépend de ce qu'on appelle ce matin au Japon. Peut-être que en fait, ils considèrent que 13h c'est aussi, c'est aussi le matin. Ou alors il n'a pas bien vu quand elle est arrivée. Enfin bref. Bon, on va dire que c'est ok. Ou alors c'est un truc dont voilà, que Togashi a pensé qu'après, bon, peut-être que plus tard il dira, enfin dans un animé futur, il dira non pas ce matin mais ce midi, quoi. Voilà. Voilà, la première pièce a été interceptée par Koventoba, garde du premier prince, qui lui alors pense que les pièces doivent être replacées dans la bouche de la bête de naine pour obtenir des pouvoirs. C'est une hypothèse qu'on n'a pas réentendue dans ce chapitre 404 pour le moment. Donc, alors, j'avais quand même un doute parce que j'ai dû un peu revérifier toute la chronologie depuis des événements depuis le début, depuis le départ du bateau. Mais c'est vrai que sur le wiki anglais, donc ils ont fait une chronologie, mais en fait, je pense il y a une erreur parce ils disent le bateau est parti à midi, en prenant en compte le fait que on a à un moment donné quelque chose où c'est écrit du genre 37h30 depuis le départ. Et, et juste dans quelques cases après, on voit l'heure 1h du matin, un truc comme ça. 1h du matin, c'est quand Fugetsu pleure tout au début et qu'elle a envie de revoir Kacho et donc qu'elle utilise son mana. Enfin, pour la première fois, quoi. Et donc ils se sont basés là-dessus, ils ont fait 37h30 avant 1h30, un truc comme ça, du matin le mercredi. Sauf que, en fait, entre-temps, il a l'air de s'être passé du temps. Et moi, je pense vraiment que le bateau est parti vraiment dans la matinée, genre 8h ou 7h du matin. Et que, effectivement, du coup, ça serait logique qu'il y ait une pièce qui soit tombée à 13h le premier jour.
Parce que en fait, pendant tout un laps de temps, on voit qu'il y a plusieurs heures qui se passent et Prince Shorai est encore en train de faire le banquet, enfin, d'être au banquet du départ. Et seulement après, Benjamin envoie Koventoba à la protection de Shorai. Donc, si on suppose que le bateau est parti vers 8 heures, un peu vers 8 heures, a priori, ça fonctionne, quoi. Les calculs fonctionnent. Voilà. Bon, en tout cas, le 10e jour, Shorai donne une pièce à son garde 10th Story en récompense parce qu'il s'est éveillé au Nan grâce à Kurapika. Alors, justement, à ce niveau-là, il y a une croyance un peu populaire. Alors, je ne sais pas si c'est certainement à cause des traductions, mais même moi, je croyais ça, qu'en fait, Shorai avait donné la toute première pièce qu'il avait reçue à 10th Story. Et en fait, pas du tout. J'ai revérifié plusieurs fois avec différentes traductions et j'ai pu comprendre, avec donc la version japonaise et tout, que ce que Shorai a donné, c'est juste une pièce de 1. Et il lui dit pas c'est la première pièce qui est tombée, il dit c'est la première fois que je donne une pièce. Ce qui est un peu différent. Ce qui est du coup logique parce qu'on apprend plus tard que Shorai dit avoir une pièce de 10. Ce qui est en fait la deuxième pièce. La première pièce est tombée le premier jour, le jour du départ. C'est Koventoba qui l'a chopée. Et le lendemain, Shorai voit une pièce qui tombe. Il la récupère et c'est celle-là qui devient numéro 10 plus tard. Mais là, je saute un peu les étapes. Donc, il file une pièce à 10th Story. Quelques heures plus tard, il en file une deuxième à 10th Story. Et parce qu'il a réussi à... Justement, c'était dans un des... Je sais plus, chapitre 401, ouais. Du coup, il lui donne une pièce en récompense du fait que donc il a réussi à avoir un contrat. Voilà, il a passé un accord avec Kurapika et puis Tsumepa, etc. Bon, bref. Donc, 10th Story a 2 pièces. Et après, quelques heures encore une fois plus tard, Shorai va donner une pièce à Senritsu. Donc là, on a Senritsu qui a une pièce de 1, a priori. 10th Story qui a 2 pièces de 1. Koventoba qui, du coup, a une pièce de 10. Parce que donc il vérifie sa pièce et elle a changé de valeur. Et Shorai, alors là, c'est un peu bizarre parce que dans le chapitre 403 et le chapitre 404, Shorai dit avoir 7 pièces, mais on voit clairement qu'il y en a 8 sur la table. Donc, alors, beaucoup pensent que c'est soit une erreur, soit que c'est 10th Story qui a filé une pièce, mais c'est pas logique dans le contexte. Donc, pour moi, ça doit être une histoire du fait que peut-être Togashi a fait une erreur à un moment donné de calcul et il a voulu se rattraper, mais les assistants avaient déjà dessiné, ou que c'est directement les assistants qui se soient trompés, mais ça m'étonnerait pas. On espère que ce soit changé dans le volume relié. Si c'est juste un truc à effacer, ça devrait pas être si compliqué que ça. Mais effectivement, je pense que Togashi avait peut-être écrit 8 pièces et il s'est rendu compte trop tard qu'il avait fait des mauvais calculs. Donc il a juste demandé à changer le texte et le dessin sera peut-être changé plus tard. Bon, on laisse ça de côté, on va estimer qu'il a 7 pièces parce que sinon les calculs sont pas bons, quoi. Et là, il y a donc 7 plus 4, 11, il s'est passé 11 jours. Même si Shorai pense qu'il s'est passé que 10 jours parce qu'il pense que le premier jour ne compte pas. Bon. Voilà, le fait est que il a une pièce de 10, Shorai, et 6 ou 7 pièces de 1. Bon, on va dire 6 pièces de 1. Donc on arrive au chapitre 404 qui est nommé Intention. Donc Kurapika arrive, il fait des suggestions sur les pièces. Donc d'après lui, c'est clairement de la matérialisation. Mais normalement, il devrait y avoir une limite au nombre de pièces matérialisées. Par contre, vu que les pièces sont distribuées,
c'est apparemment possible de les produire en masse. Donc c'est pas bien expliqué ça, mais j'imagine que comme ensuite c'est pas pour les garder, il peut les refiler et en gros le nouveau détenteur de la pièce va, sans le vouloir, insuffler du naine. Bon, ça on le verra après, va accumuler du naine, en tout cas dans la pièce. Kurapika dit que le but d'une monnaie, c'est normalement de l'échanger, mais que là, a priori, il faudrait la garder pour que ça ait des effets bénéfiques. Donc d'abord, Kurapika veut vérifier s'il y a un changement sur la pièce qui a été distribuée à quelqu'un d'autre. Donc d'un côté, alors sur les pièces donc créées par la bête de naine, sur le côté pile, alors je pense, oui, le côté pile, en tout cas, il y a l'information numéraire, et de l'autre côté, en temps normal, quand ça sort de la bouche de la bête de naine, on voit une gravure de la bête de naine. Donc une gravure de genre du soleil, enfin voilà, le Dharma Chakra, ou je ne sais plus comment ils appellent ça. Donc la représentation de la bête de naine. Mais sur la pièce qui a été, sur une des pièces en tout cas qui a été donnée à Tenftori, c'est l'effigie de Shorai qu'il voit derrière. Et du coup, pour tester, Shorai demande à Kurapika de prendre la pièce numéro 10 et de voir ce qui va se passer. Alors, Kurapika est quand même pas forcément à l'aise, vu qu'il ne sait pas s'il va se faire manipuler par la bête de naine en prenant la pièce. Mais il pense que théoriquement, il n'y a pas assez de naines accumulées en 10 jours pour que ça soit vraiment... qu'il se fasse manipuler, quitte normalement... manipuler quelqu'un pour aller le tuer, apparemment, nécessite énormément... Enfin, pour aller tuer... comment dire, manipuler quelqu'un pour qu'il aille tuer quelqu'un d'autre nécessite beaucoup plus de naines. Bon. Kurapika prend quand même la pièce, mais la pièce de 10 redevient une pièce de 1. Et l'arrière, donc la gravure, change. Elle n'est plus une bête de naine, mais elle passe avec l'effigie de Shorai. Donc Kurapika ensuite redonne la pièce à Shorai, et la gravure redevient celle de la bête de naine. Donc voilà. En tout cas, quand une pièce change de propriétaire, il est possible que la gravure à l'arrière change. On ne sait pas exactement pourquoi, mais on peut supposer que de base, il y a une bête de naine. Quand elle passe, quand Shorai donne la pièce de lui-même à quelqu'un, il y a peut-être l'effigie qui apparaît, peut-être que lui, Shorai, a donné volontairement. Donc c'est pour ça qu'il y a sa tête qui apparaît. Peut-être que Koventoba a un arrière différent au niveau de la pièce. Et quand une pièce change de propriétaire, le compteur de naines accumulé, qui était, revient à 0. Donc en gros, une pièce de 10 repart à 1. Le 1, c'est le niveau 0, on va dire, de la pièce. Donc, qu'est-ce qu'il pense, Kurapika? C'est que c'est une bête de naine de catégorie matérialisation de type cumulatif. Donc différent de ce qu'on disait tout à l'heure. Le narrateur nous a dit donc composite. Donc d'après Kurapika, il faut garder la pièce longtemps pour qu'elle stocke de l'aura afin de générer plus tard des capacités de naine chez donc la personne qui la détient. Et c'est une métaphore de la personnalité de Shorai qui pense plutôt à long terme. Et a priori, il pense que les pouvoirs arriveront après la guerre de succession. Et donc là, à ce moment-là, ça parle... Moi, la première fois que j'ai lu le chapitre, j'ai rien compris. Ça parle de trucs très flous. Dans la version anglaise officielle, il y a quand même un truc intéressant, c'est qu'il parle de terminologie bouddhique. Et je vais essayer de vous expliquer tout ça. Donc j'ai réussi à démêler tout ça, j'ai regardé différentes traductions, j'ai regardé des gens qui en parlaient sur le net, et j'ai compris. Donc on voit que clairement, Kurapika et Shorai ont l'air d'être d'accord sur la manière dont les pièces se comportent. Mais c'est très flou pour le... pour le lecteur.
Euh, En fait, ça leur paraît très logique, mais il faut une petite explication. Et c'est dommage que la version officielle française n'ait pas donné cette explication. Donc en anglais, ils ont ajouté le petit côté bouddhique pour dire il y a un truc, vous comprendrez pas, mais il y a une logique derrière. Alors je vais vous expliquer la logique. Donc tous les jours, enfin tous les 10 jours, une pièce standard passe du 1 au 10. Jusque-là, on va dire que ce que pense Kurapika et Shorai, ce serait a priori logique. Il se passe 10 jours, ça passe du 1 au 10. Mais en fait, pour eux, c'est pas tant ça. Ça va pas faire 10, 20, 30, 40. Ça va rajouter un 0 tous les 10 jours. En gros, ça fait des puissances de 10. Donc, jour 1, on a la pièce jour 1, elle a le numéro 1. Jour 2, jour 10, ce sera 10. Jour 20, ce sera 100. Jour 30, ce sera 1000. Sachant que pour le moment, c'est pas confirmé leur truc. Hein. Il s'est passé que 10 jours, donc ouais. Mais ça a l'air, puisque la bête de naine a l'air de venir, d'être plutôt justement dans l'esprit bouddhique, du bouddhisme, il y a l'air d'y avoir une logique pour eux. Et en fait, il s'agit de jeux de mots en japonais basés sur les puissances de 10. Mais nous, on n'a pas vraiment d'équivalent là-dessus. Bon, les puissances, c'est les... Pour ceux qui n'ont pas encore fait les puissances, voilà, bon, en tout cas, normalement, c'est au collège. Donc voilà. Je vais vous les refaire. On commence par 10 puissance 0, qui est égal à 1. Ensuite, c'est 10 puissance 1, qui est égal à 10. 10 puissance 2, qui est égal à 100. 10 puissance 3, c'est 1000, etc. 10 puissance 9, c'est 1 milliard. Donc, un 1 avec 9 zéros. Et ensuite, après, en français, on n'utilise pas trop d'autres appellations. Les gens vont dire 1000 milliards, 1 milliard, 2 milliards. Normalement, il y aurait les billions, les billiards. Mais en vrai, il y a des histoires d'échelles courtes et d'échelles longues, des grands nombres. Bref, j'ai essayé de chercher. Il n'y a pas vraiment... voilà. Alors, dans la version française, ils disent 100 billions, je crois. Oubliez ça. On va parler en puissance de 10. Ce sera plus simple. Le milliard de milliards, c'est 10 puissance 18. Un 1 avec 18 zéros derrière. 18 zéros derrière. Et au Japon, ça se dit Yakei. Et en fait, c'est là où est le jeu de mots, c'est que Yakei serait proche de Akei. Et en fait, Akei, en japonais, ça veut dire explosion de force. Et apparemment, il y a un équivalent chinois qui serait a priori connu dans certains milieux des arts martiaux, qui est Fajin. Donc c'est explosion de force. Bref. Et alors, en plus, ce qui est intéressant, c'est que Akei, en japonais, c'est composé de 2 kanji. Et donc ce fameux explosion de force, 2 kanji. Et le premier, peut-être que c'est par hasard, mais je pense pas quand même. Le premier symbole, c'est le même que le Hatsu. Vous voyez, à chaque fois qu'on voit la représentation du Hatsu en hexagone, on a ce symbole-là. Et du coup, le premier kanji d'Akei, c'est le même que celui du Hatsu. Et ça veut dire normalement libération ou aussi ça peut dire départ. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que arrivé 10 puissance 18, donc 18 fois 10 jours, 180 jours, eh bien, Kurapika pense que la personne a un éveil forcé au nen. La personne qui a gardé donc 180 jours, donc 6 mois la pièce. Et ensuite, on a la deuxième chose, c'est que lorsqu'une personne atteint le 10 puissance 64, c'est-à-dire 64 fois 10 jours, 640 jours, environ 21 mois, cette personne-là obtient une capacité de nen. Et là, c'est encore une fois un jeu de mots.
en fait, le 10 puissance 64, en japonais, ils appellent ça le Fukashigi, qui signifie en fait bon, plusieurs choses, mais genre inimaginable ou encore miracle. Donc, une fois que tu passes les 640 jours, Kurapika et Shorai, ils ont l'air d'être d'accord là-dessus, eh bien, il y aurait un truc exceptionnel qui se passe, donc 640 jours, donc ce serait la création d'un pouvoir de naine. Et c'est pour ça que dans le chapitre précédent, 403, on avait les gardes de Shorai qui faisaient des propositions sur l'utilité des pièces, etc. Et bon, il y a des diverses choses. Et à un moment donné, Shorai, il dit, en tout cas en version officielle française, il dit ah ouais, et au bout de 630 jours, je pourrais utiliser le sort plouf plouf, c'est ça? Alors, au début, j'ai lu ça, je fais quoi? Je comprends rien. Bon, j'ai laissé ça de côté parce que la review de la semaine dernière était déjà assez longue. Et en fait, 630 jours, donc c'est les fameux. Il s'est déjà passé 10 jours. Donc, il a une pièce de 10, plus 630 jours, ça fait 640, et donc, pour lui, c'est le miracle qui est censé se passer. Et pourquoi ils disent le sort plouf plouf? Ça a l'air débile, mais ça ne l'est pas tant que ça. Et pour le coup, il y a des fois où je taille un peu la version française, mais là, ils ont vraiment, surtout que bon, il y a vraiment un délai très court pour faire tout ça, toutes ces traductions. Donc voilà, j'ai dit. Là, pour le coup, ils ont fait leur recherche. Effectivement, le seul problème, c'est qu'ils auraient dû peut-être expliquer d'où ça venait cette histoire, parce que ça fait bizarre, quoi. Mais bon. Il y a une référence, c'est que, en fait, il y a une magie, un sortilège dans les jeux Dragon Quest. Et c'est un sortilège en japonais qui s'appelle Parapunte, ou Chance, la chance, suivant les jeux, parce qu'il y a au moins plus d'une dizaine de jeux Dragon Quest. Et en fait, c'est une magie qui va lancer un sort aléatoire, bon ou mauvais, envers les équipiers, etc. Et en fait, en anglais, donc c'est Hocus Pocus, mais en français, c'est bien le sortilège nommé Plouf Plouf. Donc en fait, en tout cas dans le Dragon Quest 4, je sais pas pour les autres, a priori dans ceux d'avant, ils utilisaient une version anglaise, une version traduite anglaise, enfin bon, je sais pas trop, j'ai dû juste jouer au Dragon Quest 8, et puis j'en suis pas arrivé à avoir ce sort, enfin voilà. Donc il y a une logique dans ce que dit Shorai, c'est qu'il pense qu'au bout de 640 jours, eh bien, il y aura un sortilège aléatoire qui va sortir. C'est une sacrée référence de la part de Togashi qui, on sait très bien, aime beaucoup Dragon Quest. Encore faut-il être aussi fan que lui pour connaître la référence particulière à ce sortilège-là. Peut-être qu'au Japon, c'est un truc qui est assez connu, je sais pas. Donc, récapitulons. Nous sommes donc le narrateur nous a dit que c'était une bête de naine de type composite, pas cumulatif. Donc, j'ai bien vérifié d'ailleurs avec la version japonaise, c'est bien cumulatif que dit Kurapika, et effectivement les kanji entre composite et cumulatif sont complètement différents. J'ai pu regarder, ça n'a rien à voir. Effectivement, ce n'est pas une bête de naine de type cumulatif. Bon. La différence est encore assez peu. Voilà. On ne sait pas exactement ce qui change, mais il est possible que justement les 640 jours soient réels pour une personne lambda, mais que dans d'autres cas où si on fait quelque chose de spécifique, on peut multiplier les zéros, on va dire, ajouter des zéros, donc des puissances de 10, donc que l'arrivée de l'obtention, on va dire, du pouvoir de naine arrive plus vite. Donc on peut imaginer peut-être que avoir plusieurs pièces, eh bien ça duplique, enfin on va dire ça multiplie la vitesse d'obtention.
du pouvoir. Je sais pas, moi, avoir déjà le naine, peut-être que bah, ça permet d'obtenir un pouvoir au bout d'un mois, je sais pas, au bout de 4 fois 10 jours, par exemple. Euh, ou alors on peut se dire que insuffler soi-même du naine dans la pièce permettrait d'obtenir un pouvoir plus rapidement. Bon, ouais, je sais pas, il y a peut-être des différences si la pièce est donnée directement par le prince de façon volontaire. Peut-être que justement Kurapika, vu qu'il a après il reçoit une pièce, mais genre Tenftori, disons, il a deux pièces de 1. Peut-être que dans 10 jours, ça passera directement à deux pièces je sais pas, de 10 000 ou 50 ou 100 000, je sais pas. Peut-être que ça peut aller beaucoup plus vite, sachant que c'est une pièce qui a été donnée directement par Shorai. Et je sais pas, ou alors si on est utile à Shorai, peut-être que ça ajoute des zéros. Je sais pas, ouais. Et d'ailleurs, rien à voir, mais je me demande ce qui va se passer parce que, bon, 10, le nombre 10, ça passe dans une pièce. Mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? Est-ce qu'on va avoir 100, 1000? 1000, ça passe encore. 10 000, 100 000, 1 milliard, on va pas avoir tous les zéros. Donc pour moi, ça va être probablement des sigles japonais qui vont inscrire la valeur. Et donc justement les peut-être les fameuses valeurs millions, milliards en japonais. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? En tout cas, j'espère que ce sera quand même utile dans le bateau. Parce que sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'aura jamais l'utilité et on aura passé quand même beaucoup de temps pour pas grand-chose. Parce qu'autant un N comme celui de Sare Sare, ça aurait été utile plus tard aussi parce qu'il y aurait plus de gens autour de lui qui seraient ralliés à sa cause grâce à sa bête de naine. Mais en effet, il est mort très vite, quoi. Alors que là, ça fait quand même pas mal de temps qu'on est dessus. Donc je pense quand même qu'on aura un de ces quatre les pouvoirs qui se manifestent grâce à la bête de naine de Shorai. Peut aussi se dire que suivant le nombre de zéros, un utilisateur de naine qui a déjà un pouvoir de naine aura juste un effet temporaire. Ou alors peut-être effectivement si on met la pièce dans la bouche de la bête de naine, mais bon, jusque-là, ils n'ont pas fait le rapprochement avec ça. Notamment aussi, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas voir la bête de naine, tout simplement, puisqu'ils ne connaissent pas le naine eux-mêmes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Shorai, Kurapika a dit de garder, que Shorai garde un petit peu quelques pièces, parce que ça pourrait lui être utile à un moment donné, ce que je pense aussi. C'est qu'à un moment donné, Shorai risque d'avoir un pouvoir de naine grâce à ses pièces. Mais lui, il voit pas sa bête de naine, donc il peut pas mettre les pièces dans la bouche de la bête. Ou alors il va falloir qu'on lui dise de viser à un tel endroit pour viser la bouche, quoi. Bref, voilà. Donc, en tout cas, sinon, ça veut dire qu'on aurait des pouvoirs des pièces, mais genre dans dans la timeline, genre dans un an et demi, quand ils seront sur le Dark Continent, disons, Nen se manifeste. Ce serait un peu bizarre quand même. Et puis qu'est-ce qui se passe quand Shorai meurt? Est-ce que les pièces disparaissent avec lui ou est-ce que ça reste? Ce serait intéressant de savoir parce que du coup, peut-être que Kurapika peut garder cette pièce de naine là. Le prince est mort et qu'à un moment donné, ça manifeste un pouvoir qui pourrait lui être utile. En tout cas, on va revenir au chapitre. Hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Kurapika, il évite de dire à Shorai qu'il y a quand même un risque de manipulation semi-astreignante. C'est-à-dire le contrôle du corps d'une cible encore consciente. Il lui dit pas. Mais en plus, il réfléchit et il déduit qu'il y a Kogan Toba, le garde de Benjamin, qui a priori aurait récupéré la toute première pièce. Donc ça, c'est ce que Kurapika pense. Mais il garde l'info pour lui
pour le moment, parce que ça peut toujours servir plus tard comme monnaie d'échange, hein, sans mauvais jeu de mots, avec Shorai. Si Shorai le fait chier, par exemple, il peut balancer ça. Shorai donc a filé la pièce qui était apparue le jour même à Kurapika. Kurapika il réfléchit à l'implication de la mafia dans toute cette guerre de succession. Il pense que Benjamin pourrait cibler Shorai, Tserinich ou Lusurus, donc ceux qui sont on va dire les garants des mafias, ouais, je sais pas comment on peut appeler ça, là, comment j'avais appelé ça, les mécènes plus ou moins des mafias. Et si Benjamin les cible, ensuite il y a la guerre des mafias et lui il peut invoquer la loi martiale pour le maintien de l'ordre et en gros il fonce dans le tas. On parle beaucoup de la loi martiale dans ces derniers chapitres, ce qui me fait dire que c'est quand même un gros truc et qu'il faut l'éviter à tout prix, mais peut-être que ça arrivera à un moment donné. Voilà, où est-ce que j'en suis? Shorai, oui, a proposé à Oito et Wobble donc de rester dans la chambre 1003 avec lui pour leur sécurité, mais actuellement Kurapika hésite quand même parce que bon, même s'il y avait, s'il y a Shorai et que Benjamin arrive pour le buter, lui ou ses gardes, ils n'hésiteraient pas à tuer Wobble dans le tas, quoi. Mais en même temps, Kurapika sait très bien qu'il y a aussi un gros danger à rester dans la chambre 1014 avec tout ce qui se passe, Silent Majority et tout ça. Pour le moment, il sait pas trop. Lui, il dit que c'est des serpents, un naine des serpents, il sait pas à qui ça correspond. Voilà. Un peu plus tard, on retrouve donc Cheadle, Léolio, ça fait plaisir de le voir, et d'autres médecins donc, de l'association des Hunters, qui amènent le corps d'Arkenberg en salle d'opération. Donc ils s'en occupent, et à ce moment-là, donc, on a l'esprit d'Arkenberg, qui se trouve toujours dans le corps de Masamiko, le chef des gardes du premier prince. Et donc dans son corps, il appelle Benjamin pour le tenir au courant. Donc Arkenberg pense que les symptômes et le coma de son corps feront que le diagnostic intestinal sera repoussé. Je reviendrai là-dessus. Et donc, si sa mère refuse une autopsie, alors ça sera considéré comme une mort d'une insuffisance d'organes. Mais alors, par contre, là, donc c'est lui dans l'esprit de Balsamico qui réfléchit, mais on ne sait pas s'il parle de sa mère en tant que première reine ou de deuxième reine. Ce serait peut-être logique que ce soit Unma, du coup, puisqu'on en a eu un aperçu dans le chapitre précédent. Benjamin, il veut pas que l'association des Hunters soit impliquée dans l'autopsie, et il va envoyer des mecs pour dégager l'association des Hunters et prendre le relais sur l'opération du corps de Arkenberg. Et ensuite, on a un récapitulatif des pouvoirs de Arkenberg avec de nouvelles choses. Donc c'est là où je vais essayer de résumer tout ça. Alors, de base, donc la bête de naine de Arkenberg a un pouvoir de catégorie renforcement de type conjoint de groupe. Elle marque les gens autour d'Arkenberg avec une plume sur le dos de la main et les fait tomber inconscients, qu'ils soient loyaux ou pas à Arkenberg. La marque disparaît au bout de 10 minutes si la personne n'est pas loyale. Ceux qui ont la marque deviennent semi-éveillés aux naines. Ils ne voient pas l'aura, mais en tout cas, ils en possèdent un peu plus que la normale. Si le groupe le groupe autour de Arkenberg partage la même volonté, la puissance s'en voit démultipliée. Et le narrateur dit que il s'agit d'un des pouvoirs les plus puissants. Et ça fonctionne avec surtout les gardes de Arkenberg, mais on a appris dans le chapitre précédent avec les civils.
Donc ça, c'est pour les pouvoirs de la bête de Nen. Maintenant, la capacité de Nen de Arkenberg. Donc c'est l'arc de Nen qui est nommé Grimal les dissonances. On en a parlé la semaine dernière. C'est un pouvoir de type transfert d'esprit. A priori de catégorie émission, vu ce qu'il a l'air de pouvoir faire. Il tire des flèches qui peuvent traverser les murs et aussi toutes les défenses de Nen. A priori, d'après ce qu'on a appris la semaine dernière, même quelqu'un qui serait en état d'auto-manipulation pourrait donc se faire manipuler à cause de ça. On pourrait lui transférer un esprit. Après, on peut aussi penser à de la manipulation, du coup, mais c'est probablement un mix des deux catégories, vu que donc elles sont à côté dans l'hexagone du Hatsu. Et il peut l'utiliser seulement s'il a des partisans à côté de lui. Donc je vais reprendre les événements. Sa première attaque, c'était contre Shikaku, garde de Benjamin, et l'esprit d'un de ses gardes à côté de lui, Sumidori, s'est transféré dans le corps de Shikaku. Donc ils sont tombés tous les deux, et donc le corps de Sumidori s'est aussi effondré, il répondait plus, mais par contre l'esprit donc, de Sumidori était rentré dans le corps de Shikaku. Et un peu plus tard, pour faire des tests, il s'est tiré une balle dans la tête et on a vu le corps de Sumidori se réveiller. À ce moment-là, on ne savait pas si donc c'était toujours Sumidori qui s'est réveillé ou si c'était quelqu'un d'autre, enfin l'esprit de Shikaku qui s'était réveillé. À ce moment-là, on n'avait pas eu la réponse. Je reviendrai dessus plus tard. Arkenberg avait justement fait pas mal de théories avec ses gardes pour essayer de comprendre comment le pouvoir fonctionnait. Et on sait qu'il a fait 2 autres tests. Et quelques jours plus tard, il a attaqué Vict, garde de Benjamin également. Donc dans le chapitre 403, Arkenberg n'étant pas avec ses gardes, il a récupéré des civils qui faisaient partie de ses partisans, et donc il a utilisé leur force pour attaquer Balsamico. Son esprit a été transféré dans le corps de Balsamico, et donc son propre corps à lui, le corps d'Arkenberg, est tombé dans le coma. Et maintenant, les nouvelles informations. Lorsque une flèche atteint un ennemi, il y a un échange d'esprit entre les deux personnes. Donc, il y a un allié aléatoire d'Arkenberg dans le groupe autour de lui qui voit son esprit transféré dans le corps de l'ennemi. Et l'esprit de l'ennemi ira donc forcément dans le corps de l'allié. Et les deux corps tombent en même temps, comme j'ai dit, et à partir de ce moment-là, seul un des deux corps et esprits pourra être éveillé à la fois. L'autre, pendant ce temps-là, sera endormi. Le corps et l'esprit sera endormi. Donc, lors de l'échange, la priorité du réveil va du côté du groupe de Arkenberg. Donc, quand Arkenberg attaque, une personne dans le groupe va dans l'esprit, va dans le corps de la personne qui a été attaquée et se réveille. Donc ça, c'est pour ça que Sumidori s'est éveillé dans le corps de Shikaku plus tôt. Et ça, c'est quand les deux sont en vie. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand l'un des deux corps meurt ? Lorsque le corps de l'ennemi, dans lequel réside l'esprit de l'allié, meurt, alors l'esprit de l'allié meurt avec lui. Donc l'ennemi se retrouve il se réveille dans le corps de l'allié et il réside complètement. Donc en gros, c'est une condition du Nen de Arkenberg. C'est un peu une résolution, la résolution d'être prêt à mourir pour sa cause. Ensuite, donc, du coup, c'était le cas pour l'esprit de Sumidori qui a tué le corps de Shikaku. Donc, quand il a voulu se tirer une balle dans la tête, finalement, c'est l'esprit de Shikaku qui s'est réveillé dans le corps de Sumidori.
Du coup, l'esprit de Sumidori est définitivement mort, mais celui de Shikaku réside maintenant indéfiniment dans le corps de Sumidori. Il y a eu l'échange, voilà, maintenant c'est terminé. Et à l'inverse, si le corps de l'allié du groupe d'Arkenberg meurt en premier, eh bien alors les deux esprits finissent par coexister dans le corps de l'ennemi. Avec, au moment donc, où ça se passe, au moment où le corps meurt de l'allié, eh bien à ce moment-là, dans le corps de l'ennemi, c'est l'ennemi qui va se réveiller en premier. Et donc ils ont fait un test avec Vict, justement, garde de Benjamin, qu'ils ont essayé d'attaquer. Ce qui veut dire que maintenant, l'esprit d'un garde de Arkenberg et l'esprit de Vict coexistent dans le corps de Vict. Alors, on ne sait pas à ce moment-là lequel a parlé en signe militaire avec Balsamico, mais on peut supposer que c'était le garde d'Arkenberg. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il a voulu faire Arkenberg ? Il a voulu attaquer Balsamico. Sauf que au moment où il l'a attaqué avec son arc, il y a eu une loterie qui s'est faite et c'est tombé sur lui. Et donc l'esprit d'Arkenberg a pris le corps de Balsamico. Donc ça aurait pu être un des civils, mais c'est tombé sur Arkenberg. Et bon, c'est pas vraiment expliqué, mais au moment où il s'est réveillé dans le corps de Balsamico, on peut supposer qu'il a trouvé le bouton qui déclenche le gaz dans sa main, parce qu'il y avait un truc dans la main, donc j'imagine. Et donc c'est pour ça, vu qu'il a compris que c'était du gaz, il a peut-être pu comprendre que ça pouvait créer des problèmes intestinaux, et donc il fallait absolument éviter le diagnostic intestinal pour que Benjamin pense que Balsamico a bien tué Arkenberg avec du gaz. Au final, c'est quoi le plan d'Arkenberg ? C'est maintenant de tuer son propre corps pour faire croire définitivement à sa mort, alors que son esprit coexiste avec Balsamico dans le corps de Balsamico. Et du coup, le problème, c'est que lorsque le corps d'Arkenberg meurt, et forcément, automatiquement, l'esprit de Balsamico se réveille dans le corps de Balsamico. Donc, ce que fait Arkenberg, il veut, en tout cas, ce qu'il veut faire, il veut prendre un sédatif avant sa mort, enfin avant la mort de son corps, pour faire s'endormir l'esprit de Balsamico et tout de suite reprendre le contrôle du corps de Balsamico pendant une bonne dizaine d'heures. Donc, on en revient au chapitre. Les militaires qui ont été envoyés par Benjamin font dégager Cheadle et Léolio et les autres hunters pour que donc, les médecins s'occupent de Arkenberg. Et à ce moment-là, on a une vue sur tous les autres princes, dont un petit passage sur Tserinich qui lui s'entraîne toujours au Zetsu. Il est passé en dessous des 3 secondes 50, je crois, ou 3, je sais plus, un truc comme ça. Mais il n'arrive pas à faire moins pour le moment. Par contre, c'est déjà une prouesse d'en être arrivé là. Et on a un dessin de Tserinich qui clairement peut faire penser à la pose qu'a Netero dans la couverture du tome 27. Et ça, avec en plus la détermination qu'il a, un petit peu, qui ressemble vraiment à la détermination folle qu'avait Netero lorsqu'il s'entraînait à faire ses coups de poing. Ça, plus en plus, la vitesse d'apprentissage onen de Tserinich, c'est vrai qu'on nous pousse à croire que, donc, effectivement, il serait le fils de Beyond, et donc le petit-fils de Netero. Mais ça peut être une fausse piste, on ne sait jamais. Et parmi donc, tous les princes qu'on voit, il y a Fugetsu qui est en train de dormir dans son lit avec Kacho en fantôme. Alors là, je me suis demandé si c'était juste pour... donc là, on voit là vraiment la transparence de Kacho. Je voulais savoir si... Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment pour montrer tout simplement que c'est une bête de naine, pour avoir un genre de petit rappel,
ou alors si c'est pour dire que Fugetsu est au bord de la mort, et du coup c'est Kacho finalement qui elle commence à disparaître. La bête de naine qui a pris l'apparence de Kacho commence à disparaître parce que Fugetsu commence à bientôt être proche de la mort, quoi. Je sais pas si vous m'aviez suivi. Bref, on en saura probablement plus tard. On revient dans la chambre 1014 du prince Wobble, avec Kurapika qui discute avec Sakata, Ashito, tout ça. La deuxième session de cours sur le nen va commencer le lendemain à 9h. Et donc on sait que Sarael, la chef des gardes de Kamiya, deuxième prince, va se joindre au groupe. Et Furikov, donc on ne le savait pas, mais maintenant on le sait, Furikov va revenir pour soi-disant assurer la sécurité avec Baby Maina. En tout cas, bon, ça à la limite, Kurapika s'en fout un peu, mais ce qu'il trouve bizarre, c'est qu'il y a une seule personne de chez Kamiya qui vienne, alors que normalement, l'idée c'est qu'il y ait au moins 2 personnes par groupe. Donc il se dit, oula, ça sent un peu bizarre. Elle va peut-être tenter, la personne va peut-être tenter quelque chose. Donc c'est dangereux de la laisser s'approcher de Wobble. Et Kurapika demande donc à Bill et Shimano de bien faire attention à ça et de rester plus souvent auprès de la reine et du prince. Baby Maina, donc on a ses pensées, et il sait que la garde de Kamiya est composée des intouchables de Kakin, et il a entendu dire qu'ils utilisent un genre de magie vaudou. Du coup, il se dit c'est peut-être du nen. Et même lui, Baby Maina, il commence à avoir un peu du mal à assimiler toutes les variables de la guerre de succession. Et en même temps, on le comprend un peu, parce que même nous qui avons tous devant les yeux, c'est galère. Alors quelqu'un qui est vraiment dans le... Enfin voilà, lui en plus il est là, il est que dans la chambre 1014, il voit pas ce qui se passe autour. Bon, il a probablement des rapports, mais ça commence à être compliqué pour lui de tout suivre. Et alors oui, juste un tout petit truc sur Shimano, donc la servante qui reste auprès de Wobble et de Oito. En fait, je ne le savais pas, mais il y a des gens sur Reddit qui ont mentionné le fait qu'elle a changé. En fait, Shimano Togashi a changé son nom. En fait, plusieurs fois, des fois c'est même pendant un chapitre, il change le nom de Shimano. Des fois c'est Shimano et des fois c'est Shimanu. Donc NU à la fin, à la place de NO. Donc pendant le chapitre, des fois, ça passe de l'un à l'autre, on ne sait pas trop pourquoi. C'est plutôt bizarre. Et dernièrement, Togashi a l'air de plutôt utiliser Shimano. Bon, est-ce que... Enfin, je ne sais pas s'il a choisi finalement de mettre plutôt Shimano, mais à un moment donné, il y en a qui ont fait le test, dit dans un chapitre, il commence par Shimano, il continue par Shimano, et ensuite il revient avec Shimano. Donc c'est bizarre. Voilà. Sinon, on voit donc le corps de Harkenberg en train d'agoniser. Mais en tout cas, on voit aussi que les médecins, ils font pas grand-chose. Ils ont l'air d'avoir les bras dans le dos. C'est assez flou, mais on a l'impression qu'ils attendent, tout simplement. Et donc, ils font rien, ils attendent juste qu'il meure, quoi. Et donc, effectivement, on voit le rythme cardiaque qui s'arrête. Et voilà, il meurt. Donc, il y a un des médecins qui fait un pouce, qui fait le signe du pouce, comme si c'était OK, ça y est, il est mort. On a vraiment l'impression qu'ils n'ont pas fait grand-chose pour le maintenir en vie. Donc ça y est, c'est fait. Maintenant, l'esprit de Harkenberg coexiste avec celui de Balsamico, et grâce a priori au sédatif, il a pris le contrôle. Et à ce moment-là, il parle avec Benjamin. Donc, l'esprit dans le corps de Balsamico, donc Harkenberg dans le corps de Balsamico, dit que il y a eu... Harkenberg aurait fait 3 demandes quand il allait réaliser qu'il allait mourir. Donc alors moi je pense que là, en gros, ce serait une tactique de Harkenberg. Genre il a fait croire que le corps d'Harkenberg se serait réveillé à un moment donné
Donc, Arkenberg se serait réveillé de son coma pour dire je vais mourir, du coup j'ai 3 demandes à faire avant de mourir. C'est voilà, c'est probablement une tactique pour faire croire qu'il est bien mort. Donc c'est quoi donc ces 3 demandes? C'est qu'il va y avoir une annonce dans le bateau de sa mort, qu'il va y avoir les adieux de ses partisans. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais peut-être que c'est un discours ou quelque chose comme ça. Et ensuite le transport donc, de son corps dans un cercueil probablement par les gardes de sa milice privée. Ça va avoir lieu à midi, donc le lendemain, du niveau... Enfin, pas le lendemain, pardon. Dans la timeline, c'est un peu compliqué, mais je vais y revenir. Ça va avoir lieu à midi, depuis le niveau 3, donc, et ils vont aller jusqu'à la chambre mortuaire du niveau 1. Donc, on pensait que c'était une chambre secrète, mais c'est peut-être la fameuse chambre en cercle, c'est peut-être un truc connu. Et ça expliquerait pourquoi les autres ont l'air d'être au courant, les autres princes ont l'air, la plupart, d'être au courant que Kacho est morte. Donc voilà, en tout cas, Benjamin accepte tout ça. Et donc il demande à ce que le corps d'Arkenberg soit traité avec respect. Et donc l'esprit d'Arkenberg dans le corps de Balsamico remercie son grand frère de ce respect-là. Et aussi Benjamin, il a accepté que les gardes du corps qui étaient assignés ailleurs, les gardes du corps d'Arkenberg, reviennent pour faire cette voilà cette marche mortuaire, je sais pas comment on appelle ça. Bref. Donc il va y avoir cette annonce, et effectivement cette annonce de la mort d'Arkenberg, on l'a, et on revoit la brigade là où on l'avait laissé au chapitre 400, et il y a cette fameuse annonce tragique qu'on nous avait teasée, et donc c'est la mort d'Arkenberg. Évidemment, il y a beaucoup de civils choqués. Bon, par contre, Fix Phaeton et Nobunaga, ils en ont pas grand chose à foutre. Et tout ce que veut Nobunaga, c'est discuter avec les clans Sha et Shu concernant la manière de tuer la famille Ei. Et d'ailleurs, normalement, ils sont censés récupérer Franklin au passage. Donc ça, voilà, c'est la fin du chapitre. Donc a priori, dans le prochain chapitre, on revient sur la brigade, donc ça c'est plutôt cool. Donc ouais, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était que on sait maintenant, donc d'après ce qu'ils expliquent dans ce chapitre-là, que le corps d'Arkenberg est mort tôt le matin. Donc c'est quoi? C'est le 12e jour, un truc comme ça. Et donc le cortège est censé arriver au niveau 1 à midi. Donc ça va se passer durant la matinée, probablement toute la matinée. Et Arkenberg, dans le corps de Balsamico, il dit qu'il veut jouer ses dernières cartes avant ça. D'ailleurs, Balsamico a demandé à Benjamin, et il est censé remonter avec le cortège, remonter vers le niveau 1. Et donc l'une des grosses théories qui traîne un petit peu, c'est que en fait, la mort d'Arkenberg a eu tellement d'impact sur les civils que en fait, ceux-là, peut-être il y en avait qui n'étaient pas vraiment pour Arkenberg, mais qui auraient peut-être justement plus de gens qui deviendraient des partisans parce qu'ils seraient touchés par la mort. Et j'imagine que ce serait encore plus le cas s'il revenait à la vie. Alors comment? Il n'y a pas d'explication pour le moment, parce que a priori le corps est mort, donc en théorie il n'est pas censé pouvoir revivre, mais imaginons qu'il revive, ou alors qu'il revive sous les traits de quelqu'un d'autre, qu'il arrive à convaincre les gens qu'il a ressuscité. Là, on est sur une histoire de Messie, et bon, donc tout le monde va devenir ses partisans et justement agrandir son pouvoir. En tout cas, peut-être que rien que le fait de mourir, même s'il est dans le corps de quelqu'un d'autre, ça suffit peut-être
En tout cas, le problème, c'est que est-ce qu'il est capable d'utiliser son arc maintenant dans le corps de Balsamico? C'est pas expliqué. Donc c'est peut-être un truc qu'on saura plus tard. Et dans ce chapitre, il y a pas mal de discussions à propos de la notion de mort pour la guerre de succession, vu que la guerre de succession est basée sur du naine. Apparemment, il y a quand même un flou sur la notion de mort. La mort, ce serait vraiment d'avoir le corps et l'esprit qui seraient disparus, quoi, décédés. Et à ce moment-là, donc c'est peut-être aussi pour ça que Camilla n'est pas évincée de la guerre de succession, c'est parce qu'elle a ressuscité tout de suite après. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce qu'elle s'est quand même fait tuer. Mais comme le pouvoir de naine se déclenche quasiment automatiquement, il y a peut-être un truc. Donc je me dis, en plus on a eu on a eu plein de naines post-mortem, ça arrive des fois pas dans la seconde. Hisoka, il a eu le temps le corps d'Hisoka a eu le temps d'être transporté ailleurs et il a mis donc plusieurs minutes, voire heures, je sais pas, avant de se remettre à revivre. Donc c'est intéressant. J'aimerais bien que Togashi aborde tout ça. Donc la notion d'âme, un petit peu, la notion de mort. Comment lui il voit les choses, parce que ça nous permettrait d'appréhender un peu mieux le naine, le naine post-mortem. Et il y avait toutes les histoires aussi avec les humains qui étaient, enfin l'esprit des humains qui étaient transférés dans les corps des chimérantes. Tout le discours du koala là, à la fin de l'animé où il parle du fait qu'il y a que son corps était déchiqueté mais que son âme était en gros une particule mais que la particule avait beaucoup de puissance. Donc c'est peut-être ça, tant que la particule d'âme est, entre guillemets a encore de la puissance de naine, peut-être que le post-mortem peut fonctionner, elle peut revivre, mais si la particule d'âme, faute de mieux je l'appelle comme ça, y a le carburant de la particule d'âme disparaît, et bien dans ce cas-là peut-être que voilà, il y a la mort définitive. Bon, c'est ma petite théorie du truc. Voilà, je dis l'âme, mais peut-être c'est une minuscule particule de naine qui contiendrait les informations de la mémoire, je sais pas. On verra si Arkenberg peut changer de corps à volonté, mais même si c'est pas vraiment en adéquation avec ce qu'on apprend dans ce chapitre, le fait de mettre sa vie en jeu, qui est un peu une règle de son pouvoir. Mais en tout cas, dans le chapitre là, on a un truc en japonais aussi, c'est que Arkenberg parle donc de cible. Alors, c'est écrit en katakana, alors a priori c'est écrit target. En version japonaise syllabique quoi. Je n'ai pas tout à fait vérifié ça, mais a priori en tout cas c'est le mot cible, peu importe, mais les kanji, donc en japonais les kanji à côté désignent les autres princes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'apparemment le plan d'Arkenberg impliquerait d'échanger des esprits, alors peut-être lui, peut-être quelqu'un d'autre, mais entre des princes. Soit lui avec un autre prince, soit des princes les uns avec les autres. Les gens qui maîtrisent le japonais ont apparemment compris ça. Voilà. Et puis pour terminer, une petite théorie qui m'est venue en tête, c'est que le cortège, donc, il va devoir passer par cette fameuse porte blindée entre les niveaux 2 et 3 du Blackwell, qui est normalement fermée. Et normalement, justement, il n'est pas possible de passer de l'un à l'autre. Et là, c'est une des rares fois où la porte va être ouverte. Donc ça ne m'étonnerait pas que la brigade trouve un moyen de passer au moment où il y a le cortège qui passe. Ou s'ils vont super vite, parce qu'on sait qu'ils sont hyper rapides, peut-être qu'ils arrivent à tracer et à pas se faire voir, ou se déguiser, ou je sais pas, ou s'insérer dans le cortège, j'en sais rien.
il y a peut-être moyen qu'ils arrivent à passer au niveau 2 grâce à ça. Mais ils doivent se grouiller parce qu'ils doivent encore aller discuter avec les chats et Shu et récupérer Franklin. De tout dans un laps de temps assez court de quelques heures. 2-3 heures, peut-être même moins que 2-3 heures. Voilà pour ce chapitre, j'espère que ça vous a plu. J'ai un peu de montage à faire. et voilà, j'espère que le prochain chapitre sera cool. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos impressions sur le chapitre. Allez, ciao.